Quand on regarde aujourd'hui les réglementations, le CRA, NIS, RGPD, DORA, l'AI Act, le Data Act, j'en passe, hein, on peut facilement se retrouver avec du multi-signalement pour un seul incident parce qu'il y a des critères de souveraineté plus ou moins bien placés. Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par Silicon.fr en partenariat avec Splunk, une entreprise de Cisco. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la 3e saison des Résilients. Comme d'habitude, nous parlerons évidemment de résilience, mais cette fois, résilience de la supply chain, un sujet passionnant sur lequel nous allons échanger avec Stéphane Lenko, CISO de Thales. Bonjour Stéphane Lenko. Bonjour, merci Bertrand. Soyez le bienvenu dans ce podcast. Et bien sûr, bonjour Audrey Williard. Bonjour Bertrand et bonjour Stéphane Lenko. Audrey, on va tous les deux discuter avec notre invité juste après la traditionnelle histoire de résilience en ouverture. Oui, je vous rappelle que sur cette saison, vos réactions seront les bienvenues au fil de ce récit, Stéphane. Donc vous allez le découvrir en même temps que nos auditeurs. Je vous emmène en juin 2017. À l'époque, des milliers d'entreprises à travers le monde s'appuient sur des logiciels pour opérer. Parmi eux, un logiciel de comptabilité qui reçoit régulièrement des mises à jour. Mais le 27 juin 2017, une de ces mises à jour, apparemment légitime, contient en réalité un code malveillant. Ce n'est pas un simple ransomware, mais un wiper, c'est-à-dire un programme destructeur de données conçu pour se propager de manière fulgurante. L'attaque se diffuse à travers les réseaux, et ce, bien au-delà du pays d'origine du logiciel, l'Ukraine, touchant des entreprises qui n'avaient aucun lien direct avec le logiciel initial. Alors Stéphane, est-ce que vous voyez de quelle attaque je veux parler ? Oui. En plus, on peut rajouter aussi que ce logiciel était obligatoire pour l'État pour de la taxation et donc ça avait un impact particulièrement significatif parce qu'en dehors d'avoir du wiping, il était aussi obligatoire, y compris pour les entreprises qui étaient présentes dans le pays. Donc ce qui s'est passé en quelques heures, c'est que des terminaux portuaires dans le monde entier ont été paralysés, des usines ont cessé leur production, des systèmes informatiques entiers ont été effacés. Ça a causé des milliards de dollars de dommages à des géants comme Maersk, FedEx ou Merck. Et cette attaque, on va la nommer, c'est NotPetya et ça a été un véritable électrochoc. Elle a révélé en fait une vulnérabilité systémique, c'est que la sécurité de chacun dépend de la robustesse de chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement numérique, la supply chain. Stéphane, est-ce que vous vous souvenez de où vous étiez au moment de cette attaque et qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Alors moi, en 2017, j'étais encore chez Airbus. On se regardait effectivement pour savoir est-ce que ça allait contagionner l'aérien ou pas, est-ce qu'on était affecté par ça. Et donc la première question, et ça reflète un peu ma réaction instantanée sur NotPetya, c'était on a un bureau sur place. Est-ce que le bureau sur place, il doit faire ses déclarations de taxes ? Est-ce qu'on est wipé aussi ? Et comment on avait géré le sujet ? Et en fait, ça nous renvoie aux politiques qu'on avait à l'époque et qu'on a toujours aussi, qui étaient un peu d'hygiène, en disant en fait, on ne connaît pas ce logiciel. Et dans le cas d'espèce, on avait un PC qui servait à ça, qui était déconnecté de tout le reste. Donc effectivement, on a été wipé sur ce PC-là et pas le reste. Par contre, je me rappelle des discussions avec les collègues du milieu maritime, de Maersk en particulier, sur leur gestion de crise, qu'est-ce qu'ils avaient prévu pour ressortir et comment ils s'en sont sortis quasiment miraculeusement. En fait, on dit souvent qu'avant NotPetya, la résilience de la supply chain, c'était un peu peut-être plus vu comme associé à des risques logistiques ou géopolitiques. Mais cette attaque en particulier, ça a démontré que c'était devenu une question de cybersécurité fondamentale. Justement, vous vous souvenez un petit peu des réactions des fournisseurs avec lesquels vous travaillez, par exemple. Est-ce que pour vous, ça a été le début d'un changement de l'industrie et le début de la notion de résilience de la supply chain ? Alors, sur la supply chain logicielle, paradoxalement, on avait eu cette réalité quelques années avant. Probablement parce qu'effectivement, on a l'impact de la chaîne logistique. Alors, Airbus a à peu près les mêmes paramètres que Thales, c'est-à-dire qu'une très très grosse partie de la valeur de ce qu'on produit, c'est de notre chaîne de sous-traitance. Et on avait pris la mesure du risque cyber aussi déjà à l'époque, donc on avait déjà commencé à regarder. Alors pas trop l'aspect NotPetya spécifiquement, typiquement la pollution dans la chaîne logicielle, sur un logiciel qui est un peu à la marge, qui sert à autre chose, mais vraiment l'insertion dans la chaîne logicielle de choses qu'on voit un peu plus fréquemment maintenant. On en reparlera peut-être plus tard, mais SolarWinds ou des incidents comme ça sur lesquels on est plus dans des
composants qui font partie vraiment du développement logiciel qu'on peut avoir. Donc ça, on l'avait eu dès 2014-2015. Je ne suis pas très bon pour les dates, mais ça n'a pas été une vraie révélation. Et comme souvent, les choses dont on parle dans le milieu cyber ne prennent d'ampleur vraiment que quand on a un événement qui le met au jour, et NotPetya a été vraiment un révélateur, comme vous le disiez. En fait, c'est ça, NotPetya, en tout cas, c'est resté dans l'imaginaire collectif comme le moment où peut-être on s'est rendu compte que la sécurité d'une organisation, elle était en fait liée aussi à celle de ses partenaires et de son écosystème tout entier. Et d'ailleurs, c'est ce dont nous allons plus largement discuter aujourd'hui ensemble, si vous l'acceptez. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour, donc merci Audrey pour cette histoire. Stéphane Lenko, je rappelle que vous êtes Chief Information Security Officer, donc CISO pour les intimes de Thales, célèbre groupe français qui opère dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique et des hautes technologies de façon plus générale. Thales compte plus de 80 000 collaborateurs dans le monde. Son cœur de métier, c'est la cybersécurité, la gestion des identités, la protection et le chiffrement des données. Pour commencer, en tant que professionnel dans des secteurs critiques comme la défense ou l'aérospatiale, quelles sont les plus grandes menaces auxquelles vous pouvez faire face ? J'allais dire, c'est vraiment ma vie, l'industrie aérospatiale, la défense, etc. L'intérêt, j'allais dire, l'adrénaline que je trouve dans ce secteur, en dehors de ma passion personnelle. Quand les gens me connaissent, on me voit souvent avec une pince à cravate ou un pins d'un avion quelconque. C'est vraiment qu'on fait partie des secteurs sur lesquels on prend la totalité du spectre de malveillance. On va du script kiddie aux attaques qui sont sponsorisées par les États. Et évidemment, c'est les dernières, les plus sophistiquées, qu'on redoute le plus quand on est un RSSI, un CISO. Cela dit, dans le contexte où on est actuellement, il y a un réarmement à cause des conflits de haute intensité, on dit, mais aussi le retour du trafic aérien à des niveaux supérieurs qu'on avait avant le Covid, malgré les bruits de bottes. Stéphane, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit quand on parle de résilience de la supply chain ? Moi, j'ai des images de cauchemar. Je suis quelqu'un qui est très visuel. Je pense qu'il y a des petites BD qui traînent après derrière. Ça me fera plaisir de regarder après. Comme on vient de parler des cas redoutés, pour moi, le cauchemar que j'ai, c'est la chaîne qui s'arrête. Il manque une pièce, il y a un logiciel qu'on ne peut pas intégrer parce qu'on sait qu'il est malveillant. Alors dans l'actualité très récente, là typiquement, on voit les packages NPM qui ont été compromis. Donc c'est la première idée qui me vient, c'est mon scénario d'horreur. Mais bon, il faut être positif. On l'a abordé en réaction à la petite histoire. En fait, la résilience de la supply chain, c'est un sujet que Thales, que l'aérien de façon plus générale aussi, mais Thales en particulier, on adresse depuis longtemps. Chez Thales, depuis 2019, on a abordé ce sujet-là avec notre direction des achats, nos métiers, pour assurer qu'on couvre l'angle cyber et qu'on n'est pas arrêté. Et justement, vous l'avez un peu abordé, mais les attaques comme CrowdStrike, SolarWinds ou NotPetya qu'on a vu en intro, est-ce que ça a eu des conséquences concrètes chez Thales, des choses qui ont changé peut-être ? Alors, pour nous, les conséquences concrètes, elles ont été très très faibles en fait. J'allais dire, on est très aligné avec les réglementations européennes, comme Nice, comme le CRA, avant même qu'elles sortent. Et on avait mené des travaux pour avoir une photo de notre écosystème logiciel. Et donc, on savait qu'on avait très très peu de services qui utilisaient CrowdStrike ou SolarWinds. Donc, on n'a pas été impacté directement. Par contre, Bertrand le disait en introduction, on a aussi des services de cybersécurité. On a eu des clients qui ont fait appel à nos branches cyber pour aller faire face aux attaques et on en a évidemment discuté parce que l'aérien, en particulier aux États-Unis, a été très très concerné par CrowdStrike. Je le rappelle, ce n'était pas une attaque. C'est du développement logiciel et de l'erreur humaine, mais ça a eu le même impact sur un arrêt opérationnel. On n'avait pas vu ça depuis le 11 septembre. Du coup, il y a tout un faisceau de menaces possibles. Vous avez évoqué NIS 2 et autres réglementations. Ça va rendre la sécurité de la supply chain obligatoire. Pour vous, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle ? Alors, en professionnel du secteur, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème cyber. Par contre, c'est un vrai défi pour la supply chain elle-même. Sur une entreprise de taille moyenne, ça peut rapidement être la même personne qui fait la cyber, l'IT, voire peut-être la facturation ou d'autres fonctions de l'entreprise. Je ne vais pas dire que c'est la personne qui arrose les plantes, mais ça peut vite tourner à un peu l'homme ou la femme orchestre. Le jeu de contraintes qu'il y a dans NIS 2, il n'est pas déraisonnable. C'est vraiment beaucoup de bon sens. On disait, on enregistre au moment des assises de la cyber à Monaco. L'année dernière, Vincent Streudel disait, c'est quand même globalement, c'est du bon sens, c'est de l'hygiène. Mais ça reste une marche qui est très importante à franchir pour beaucoup, elle est haute. Je ne vais pas citer de nom, c'est pas le but du podcast, mais j'ai souvenir d'échanges avec des patrons de PME sur lesquels les premières questions qu'on pose, et ça pose déjà des vrais problèmes, c'est est-ce que les logiciels qu'ils utilisent, ils ont bien une licence ? Est-ce qu'ils sont à jour ?
Donc arriver à franchir la marche de NIS2 de est-ce que vous avez bien des plans de backup, de sauvegarde, de reprise sur incident? Est-ce que vous savez à qui reporter quel incident? Est-ce que vous savez traiter des vulnérabilités? En fait, traditionnellement, je dis il faut marcher avant de courir, mais là, sur Nice, on demande de courir en fait. C'est ça l'objectif à atteindre. Donc ça peut être très compliqué pour l'écosystème quand on passe sur des sociétés de taille un peu plus faible, sans dire petite. Quand on a préparé ce podcast, vous nous avez dit que pour vous, la crise dans une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'une forme de normalité. Est-ce que vous avez vraiment cette vision pragmatique de votre métier ? Alors oui, complètement. Ça fait partie de mes phrases fétiches. Je suis peut-être connu comme le loup blanc, comme ça. Il y a des phrases que je ressors et je suis conscient en fait du côté comique de répétition quand je dis ça. La crise, c'est un mécanisme qui est normal, qui est documenté dans l'entreprise. S'il ne l'est pas, faites-le. C'est un truc sur lequel on s'entraîne. C'est juste un moyen de mobiliser des personnes sur un problème dans un laps de temps qui est contraint. C'est un problème qu'on veut résoudre maintenant, tout de suite, et on mobilise les ressources de l'entreprise. Alors après 20 ans, bien tassé, en mode je les ai eus pour qu'on se comprenne, dans le métier, j'ai vraiment pas passé une seule année sans avoir une crise à gérer. Et c'est pas un gros mot. La question qu'il faut se poser sur la crise, c'est pas si, c'est quand, mais c'est surtout en fait, est-ce que c'est une petite ou est-ce que c'est une grosse ou est-ce qu'il y a un impact ou pas. Donc vraiment, c'est une philosophie de vie. La crise, c'est normal. Stéphane, parmi tous les signes qui peuvent vous alerter sur la cybersécurité, il y a le facteur « ça pue ». Qu'est-ce que ça veut dire ça, le facteur « ça pue » ? Je pense que la consoeur qui est à l'origine de ce critère, elle va se reconnaître en écoutant le podcast. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. En fait, on peut mettre autant de critères objectifs qu'on veut sur les déclencheurs des seuils de crise. C'est le nombre de PC, c'est le type d'événement, c'est le nombre d'assets critiques qui est concerné. Il y a plein de critères objectifs et moi par nature, je suis un analytique, donc ça compte vraiment beaucoup. Mais l'expérience fait toujours la différence. Quand on a un incident isolé sur un PC, ça fait bizarre pour la personne qui est l'expert cyber sur le site et qui remonte en disant « Bon, alors en fait, c'est isolé, il n'y a vraiment pas beaucoup de machines, mais ça pue. » Et c'est de là que ça vient, ça pue. Ça peut éviter des gros soucis. J'ai eu le cas il y a plusieurs années avec un cas comme ça, c'était pas très clair. On avait le sentiment de ça pue collectivement au niveau de la cellule de crise. On disait quand même, c'est pas grand-chose, on n'a pas tous les détails. Et du coup, donc je pilotais la cellule de crise et on a décidé comme ça, sur la base de ce sentiment de ça pue, c'est pas normal, de couper le réseau sur ce site durant la cellule de crise. Et en fait, rétrospectivement, on a vraiment super bien fait. Quand on a fait notre post-mortem, notre rétex, notre lessons learned, on l'appelle comme on veut, en fait, c'était un cas de ransomware sur quelque chose qui n'était pas encore détecté, qui était une variante qu'on n'avait pas encore vue. Et en fait, le fait d'avoir coupé le réseau sur ce truc-là, ça a empêché le crypto-locking des machines depuis le command and control. Quand on a fait le forensic, on s'est rendu compte que l'ordre de crypto-locking, il avait été déclenché un quart d'heure après qu'on ait décidé de le couper. Et ça, c'était le facteur de « non, ça pue ». On va faire quelque chose dessus, alors qu'on n'avait aucun critère objectif pour le faire. Alors on peut l'appeler l'expérience, mais ça pue, c'est plus marrant. Et donc vous disiez, la crise, c'est la normalité pour vous, mais est-ce qu'il y a peut-être une cyberattaque qui a été marquante pour vous, parce que ça vous a appris quelque chose, ça a changé un peu votre façon de faire peut-être ? Alors plein de crises du coup, donc je sais pas, on se rappelle souvent des très bons et des très mauvais moments, donc moi j'en ai vu beaucoup passer comme je disais, et dans l'absolu je pense que chaque crise est vraiment formatrice, surtout quand on a un esprit de recherche systématiquement de l'amélioration continue, la culture juste de l'aéronautique. Une crise qui m'a surpris, qui était récente, sur laquelle on a pas mal communiqué en retour d'expérience. Ça m'arrive souvent de passer dans des écoles qui forment à la cybersécurité et de refaire la présentation qui explique tout ça. C'était le cas de vol de données qu'on avait eu via un tiers, on va reparler supply chain, qui avait été fait par Logbit il y a quelques années. Les souvenirs qui restent, en fait, c'est vraiment, on a eu toute une phase très technique, aveugle, à rechercher dans tous les sens qu'est-ce qui se passe, par où ça a pu sortir, le téléphone qui chauffe parce qu'on a tous les partenaires, les clients, les régulateurs qui appellent en continu, tout ça parce qu'en fait il y a la publication sur le portail de l'organisation malveillante en fait. Donc toute cette phase-là où on est à l'aveugle, on tâtonne, on est vraiment dans le brouillard et on n'arrête pas de recevoir des stimulus d'un peu partout avec des gens qui veulent savoir alors qu'on ne voit pas et qu'on ne trouve pas. Mais surtout le deuxième truc, et ce que j'en ai vraiment retenu, c'est qu'en fait, à la fin, c'était surtout une crise de communication, plus qu'une crise technique. Logbit, il était connu pour son ransomware, c'était pas un ransomware, c'était un vol de données, il y en a de plus en plus. C'était pas nous qui avions été volés, c'était un fournisseur qui s'était fait abuser, ses identifiants, etc. Et en fait, quand on est un RSSI, souvent on a un background technique. On a tendance à minimiser l'importance de quelque chose qui n'est pas un incident technique. Une crise de com, c'est aussi important qu'une crise avec un ransomware derrière. L'image de l'entreprise, elle est complètement essentielle.
Le côté positif de ce qu'on en a retenu aussi, c'est qu'en fait, toutes les valeurs qu'on a développées pendant la gestion de crise, la transparence, le fact-checking, la rigueur de vérification, le fait de dire ce dont on est certain, ce dont on n'est pas encore certain, ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on ne saura pas, ça paye vraiment sur la durée. C'est une question de philosophie de vie aussi, ça fait partie de mes valeurs fondamentales de personne et mon organisation me soutient là-dessus. En fait, on a des clients derrière, après la gestion de crise, ils sont revenus vers nous en disant en fait, vos valeurs, la confiance, la transparence que vous avez eue, ils nous ont renouvelé la confiance, ils ont maintenu la confiance sur la base de ces fondamentaux. Et donc, l'honnêteté, l'intégrité, le travail, ça paye. C'est aussi l'un des lessons learned de la crise. Pour revenir à la notion même de résilience, vous aimez bien dire que la résilience, c'est l'art de l'esquive, de l'agilité, de la résistance à la douleur et la capacité de se relever. En clair, est-ce qu'un RSSI ou un CISO, c'est un boxeur, Stéphane Lenko? Alors c'est moins violent physiquement sur les chocs, hein. Au sens physique, il n'y a pas de doute. Psychologiquement, par contre, je pense qu'on est dans la bonne catégorie. Ouais, hein. Il suffit de regarder les sondages sur le stress dans la profession. Globalement, on est quand même assez stressé. Maintenant, je vais le dire autrement. Moi, la cyber, c'est mon seul sport. Churchill est une forme de héros, no sport. Et l'avantage de la cyber en tant que sport, c'est que c'est un sport d'équipe. Donc il n'y a pas juste le boxeur qui est sur l'estrade qui peut encaisser les coups, hein, mais déjà, il faut essayer de réagir, on l'a dit, un peu en poids-plume. Faut surtout esquiver un maximum d'attaques, il faut être super réactif pour se relever si jamais on tombe au tapis. Et puis surtout, pendant les reprises, faut écouter son staff au moment des pauses. Quand on arrive à souffler, quand la pause est un tout petit peu plus longue, il faut bien préparer le round suivant. Il faut bien comprendre ce qu'on a bien fait, pas bien fait, pour que le coup d'après, on soit encore meilleur. Et encore une fois, j'en reviens à la notion de la culture juste. Donc ouais, c'est un peu de la boxe psychologique, on va dire. Mais plus poids-plume que poids lourd, en fait. Beaucoup d'esquives. Ouais, je vais essayer. En tout cas, ma balance m'en voudra pas si j'essaie de rester poids-plume. Gérer la cybersécurité et la résilience d'une supply chain, c'est construire des passerelles les plus solides possibles avec ses fournisseurs, ses partenaires. Et quand on est un géant comme Thales, on peut avoir la tentation d'être assez vertical dans la conduite des règles de sécurité, de ses propres règles de sécurité vis-à-vis de son écosystème. Est-ce que ça marche comme ça ? Alors j'apprécie le clin d'œil, je pense qu'on en ferait des présentations entières sur l'idée de pont ou de passerelle pour la relation et la supply chain. Je pense que ça finira probablement dans les liens sous le podcast. Non, ça marche pas comme ça. Si on veut que ça marche, one size fits all, ça marche pas. Ça ignore complètement la diversité de la supply chain, que ce soit en taille, en criticité, en maturité, en nature de ce que la supply chain elle fournit. Il y a une très très grosse différence entre la personne qui va développer du logiciel pour vous et celui qui fait la carcasse en tôle pour l'équipement que vous allez intégrer. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important d'arriver à comprendre les données, les biens critiques qu'on a, de voir si par hasard le multisourcing, c'est pas une façon de traiter l'enjeu de résilience plutôt que d'essayer de surcharger avec des contraintes de sécurité sur tous les fournisseurs. Et puis, faut plutôt regarder la maturité comme étant un chemin et pas une destination en fait. On peut partir de l'hygiène, déjà c'est pas mal, je parlais des licences, des choses comme ça, pour certains, et peut-être que ça peut suffire parce que ce qu'on fournit, globalement ça peut suffire d'être juste au niveau basique de maturité, et puis il y en a d'autres, je parlais du développement logiciel, de commencer à devenir super pointu sur le SDLC, hein, le Secure Development Lifecycle, de voir comment les trucs sont développés, comment on s'assure qu'on ne va pas aller piocher des repositories qui sont corrompus, je parlais de NPM un peu avant, parce qu'au final, software is eating the world, hein, le logiciel est vraiment partout. Donc il y a vraiment des grosses différences structurelles dessus. Et donc le top-down, j'y crois pas, puis c'est assassin pour les fournisseurs. On a besoin d'eux. Alors on va parler un petit peu d'autre chose que la supply chain et parler d'une thématique qui revient souvent en ce moment, c'est l'IA agentique. Et quand on a préparé l'épisode, vous aviez une approche très précise de ce que peut et doit être un agent. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Oui, volontiers. Alors, on ne parle pas de l'agent Smith dans Matrix, on est d'accord, hein. L'agent, ça doit quand même au final être traité comme un humain, en fait. Il me semble que c'est Satya Nadella chez Microsoft qui dit qu'on va tous devenir des DRH d'agents humains et d'agents IA à terme. Et ben en fait, il faut le prolonger comme ça. Un agent IA, ça doit avoir des droits, des devoirs, ça doit avoir des contrôleurs, des managers. Donc ça veut dire une identité numérique évidemment, hein, des privilèges, des limites. Et les limites et les privilèges, elles sont données. C'est pas un droit illimité de tout pouvoir pêcher parce que c'est un système informatique. Ça doit avoir accès à tout pour être pertinent. Et une forme d'instance de contrôle. Alors on peut revenir sur la notion de human in the loop parce que c'est une IA différente qui va contrôler une première IA. Donc en fait, il faut regarder l'IA agentique comme étant vraiment une personne synthétique. Je regardais les bandes annonces de Tron Ares, mais c'est un peu ça, hein. C'est une personne synthétique et il faut le concevoir comme une personne, avec son identité, ses droits, ses devoirs, ses limites, et quelqu'un qui contrôle ce que ça fait.
Stéphane Lenko, vous êtes membre du comité consultatif de l'Agence européenne de cybersécurité, l'ENISA. Quand on agit pour un groupe international comme Thales, quel discours on porte sur la volonté de guichet unique européen qui existe réellement versus les enjeux de souveraineté ? J'ai le privilège d'être membre de l'advisory group de l'ENISA, dont je reviens d'ailleurs hier, à titre individuel. Évidemment, mon expérience Airbus, Thales, elle pèse sur le sujet de souveraineté. Alors, je vais oser les images, j'aime bien les images, je l'ai dit un peu avant. On va faire le parallèle avec l'urgence médicale quand on est sur la route dans un accident de voiture. Quand il y a un enjeu de signalement, c'est un incident, une vulnérabilité dans le monde cyber, c'est grave. Mais en fait, c'est comme sur le bord de la route. Moi, je ne veux pas réfléchir à qui je veux appeler en première urgence. En Europe, je veux appeler le 112. Je ne veux pas me poser la question de si je dois appeler le SAMU régional, de machin, etc. Peu importe. Ça a beau être des données médicales sensibles sur le groupe sanguin de la personne qui est par terre, sur le degré de criticité, etc. Ça va être géré effectivement par l'équipe du SAMU qui va venir sur place. Mais par contre, celui qui prend l'appel, le centre d'appel, etc., je ne veux pas me poser la question. Et quand on regarde aujourd'hui les réglementations, le CRA, NIS, RGPD, DORA, l'AI Act, le Data Act, j'en passe, on peut facilement se retrouver avec du multi-signalement pour un seul incident parce qu'il y a des critères de souveraineté plus ou moins bien placés, etc. Donc la souveraineté, c'est vraiment super important, mais il ne faut pas que ça commence par nuire au traitement de l'incident. Sur un incident que j'ai dû traiter une fois, rien qu'au titre des précédentes réglementations, pour un unique incident, j'ai dû faire du reporting à 14 instances. Pour redire la même chose 14 fois. En crise, c'est 13 fois de trop, en fait. C'est du temps mal consommé. C'est du temps qu'on ne passe pas à résoudre l'incident, à revenir à un état de fonctionnement. Donc, si on revient sur le sujet de la souveraineté, il est à dissocier du signalement de l'incident ou de la vulnérabilité, parce que cette souveraineté, elle doit être traitée au niveau 2 ou 3. Évidemment, on ne va pas annoncer la couleur en disant j'ai un hémophile de groupe O négatif sur le bord de la route qui a des problèmes. On va signaler l'accident, on va faire venir le SAMU, et au SAMU, on discutera de ces points-là. Donc pour moi, le guichet unique, vraiment, c'est indispensable. Encore plus avec un autre texte réglementaire, peut-être un peu moins connu, qui est le Cyber Solidarity Act, qui permet en fait aux États européens de dire quand il y a un problème cyber qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils peuvent appeler à l'aide les voisins. Donc ça parle de la notion de cyber-réserve, donc d'être capable d'intervenir. De l'autre côté, on est sur une notion, c'est de l'urgence, c'est du besoin de réponse et c'est de la solidarité. Et c'est ça qui permet la résilience, on est plus fort ensemble. Alors on est déjà malheureusement à la fin de cet épisode, donc la question que je pose à chaque fois, quel super pouvoir vous aimeriez avoir dans le cadre de votre travail ? C'est une question vraiment très très difficile, Audrey. J'hésite franchement. La prescience, ça serait vraiment bien pour anticiper les coups avant qu'ils arrivent, pour reprendre l'image du boxeur, mais ça garantit pas forcément d'être résilient. Je vais dire le pouvoir d'entraîner le collectif. Les gens autour de moi, ils ont tendance à dire motiver le collectif. En fait, je pense qu'on est un géant quand on monte sur les épaules de ces équipes. Comme les pyramides humaines, on est plus forts tous ensemble, on soutient, on s'entraide. Donc ce pouvoir d'entraînement du collectif, c'est vraiment le truc que j'aime avoir, que j'ai la chance d'avoir avec mes équipes en tout cas. Et enfin, ma dernière question, est-ce que vous auriez une super-héroïne ou un super-héros à nous recommander pour un prochain épisode sur la résilience ? Alors, je vais dire une femme, pas juste pour la parité, mais parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable et que ça fait du bien de se dire que le milieu de la cyber, en fait, il est propice à la parité, à des personnes extraordinaires qui sortent comme ça. En tout cas, chez Thales, la parité, c'est pas un vain mot, un message pour nos jeunes femmes. On a beaucoup de personnes qui font de la cyber de ce côté-là. Je vais dire donc Joanna Svatkowska, qui est la secrétaire générale d'EXO, European Cyber Security Organization. C'est grâce à elle qu'en fait on a une communauté européenne de RSSI, 27 pays, on a plus de 600 CISO sur cette communauté, elle croît, elle embellit et on revient à mon image d'avant, c'est vraiment la force du collectif. Merci beaucoup Stéphane Lenko d'avoir répondu à notre invitation dans Les Résilients. Merci à vous encore pour cette invitation. Vous étiez aujourd'hui l'invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, une filiale de Cisco, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Merci Audrey Williard pour ton récit d'ouverture et toujours l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Et merci à toi Bertrand, le nôtre pour l'animation et le montage sans faille de ce podcast. Oui, merci. Petit rappel pour finir, tous les autres épisodes des 3 saisons des Résilients sont à votre disposition sur les principales plateformes de podcast. Alors profitez-en pour vous abonner, pour ne rien rater donc. Merci à vous tous d'être plus nombreux à chaque épisode. On se retrouve bientôt. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus de cas concrets en matière d'observabilité et de sécurité, rendez-vous sur le site de Splunk.